As-tu déjà senti ton esprit accélérer sans raison, ton cœur se serrer sans motif, ta respiration devenir courte, même sans aucune cause apparente? De l'extérieur, tout semble normal, mais à l'intérieur, c'est comme si ton corps appuyait sur un bouton d'urgence, réagissant à une peur qui n'existe pas, mais qui paraît réelle. Cette sensation a un nom, l'anxiété. Et lorsqu'elle t'atteint, c'est comme une tempête invisible qui t'arrache au présent, qui te vole ton souffle, qui te fait croire qu'il y a quelque chose de mauvais en toi, même lorsque, au fond, ce n'est que ton esprit qui tente de te protéger de quelque chose qui n'existe même pas. Je sais ce que c'est, parce que nous portons tous cette guerre silencieuse, essayant d'avoir l'air bien tandis qu'une partie de nous implore un soulagement. Et si tu es ici maintenant, peut-être est-ce parce qu'il est temps d'arrêter de seulement supporter et de commencer à récupérer ce que l'anxiété tente de t'enlever chaque jour, la paix, la présence, ta propre vie. Et voici la vérité que personne ne t'a dite. Cette bataille est ancienne. Marc Aurèle a affronté des nuits interminables d'incertitude alors qu'il dirigeait un empire au bord du chaos. Épictète, vivant enchaîné, a découvert que même un corps emprisonné ne peut limiter un esprit qui a appris à se gouverner. Sénèque, entouré d'intrigues capables de détruire n'importe quel homme, a compris que la sérénité ne naît pas du monde. Elle naît de la posture intérieure de celui qui décide de ne pas se courber devant la peur. S'ils ont trouvé de la force là où n'importe qui se serait effondré, pourquoi n'y arriverais-tu pas? Le calme que tu recherches n'est pas un miracle, c'est une discipline. Il commence lorsque tu reprends le contrôle de ce qui se passe en toi et que tu cesses de te laisser emporter par ce que ton esprit crie. Aujourd'hui, je veux te transmettre 10 leçons stoïciennes qui peuvent devenir ton bouclier, ton terrain solide, ton ancre contre l'anxiété. Des leçons qui ont traversé les siècles et façonné des personnes restées debout même lorsque tout menaçait de s'effondrer. Qu'elles t'aident aussi à changer le cours de ton histoire. Mais avant de continuer, je veux te proposer quelque chose qui semble simple, mais qui porte une véritable force. Écris ici dans les commentaires. Je suis plus fort que mon anxiété. Cette phrase est un serment de courage. C'est ta première victoire sur l'inertie. C'est le moment où tu cesses de fuir et commences à t'entraîner. Commençons. Leçon 1. L'art stoïcien de ne contrôler que l'essentiel. Vous vous réveillez, vous regardez votre téléphone portable et vous remarquez que ce message que vous attendiez n'est pas arrivé. L'estomac se serre. L'esprit commence à imaginer 1000 possibilités. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il a changé d'avis? Est-ce que j'ai fait quelque chose d'incorrect? Sans vous en rendre compte, votre humeur dépend déjà de quelque chose que vous ne contrôlez pas. C'est ainsi que l'anxiété commence, lorsque nous remettons le commandement de notre paix à ce qui échappe à notre portée. Épictète disait que l'esprit perd l'équilibre lorsqu'il tente de contrôler l'incontrôlable. Nous voulons décider ce que les autres pensent de nous, prévoir ce qui va se passer, choisir le cours des circonstances, même le climat du jour ou le délai de réponse des autres. Mais la tranquillité commence lorsque vous apprenez à distinguer ce qui vous appartient de ce qui appartient au monde. Épictète appelait cela la grande division de la vie. D'un côté, ce qui dépend de vous, votre jugement, vos intentions, votre attention et vos actions. De l'autre, tout ce qui échappe à votre domaine, les réactions des autres, les résultats, le hasard, le temps. Comprendre cette frontière, c'est comme allumer la lumière dans une pièce obscure. La peur diminue, l'esprit retrouve sa clarté, et ce qui paraissait immense devient gérable. Imaginez, vous attendez une réponse importante, et le silence de l'autre côté semble crier. Vous ne pouvez pas contrôler le moment où la personne va répondre, mais vous pouvez choisir ce que vous faites dans cet intervalle. Vous pouvez dépenser votre énergie à actualiser votre téléphone toutes les 20 secondes, ou transformer l'attente en action, organiser votre espace, vous occuper de quelque chose qui vous appartient, respirer profondément et avancer. Autre exemple, un entretien est annulé à la dernière minute. Vous ne contrôlez pas l'annulation, mais vous contrôlez votre réaction. Vous pouvez vous plaindre, accuser la malchance et vous enliser dans la frustration, ou vous pouvez utiliser ce temps libre pour revoir votre discours, ajuster des détails et vous préparer encore mieux. Le schéma est toujours le même. Lâchez ce qui ne dépend pas de vous et renforcez ce qui dépend de vous. C'est la pratique stoïcienne essentielle, et c'est également ce que confirme la psychologie moderne avec une base scientifique.
La thérapie cognitivo-comportementale, l'une des approches les plus efficaces contre l'anxiété, part exactement de la même idée. Ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. Les études montrent que ceux qui s'entraînent à faire cette distinction deviennent plus calmes, plus résilients et plus confiants face aux incertitudes de la vie. Chaque fois que vous appliquez ce principe, vous êtes littéralement en train de reprogrammer votre cerveau pour mieux gérer ce que vous ne pouvez pas contrôler. Alors, la prochaine fois que vous sentirez votre esprit s'accélérer, répétez mentalement « Cela dépend de moi. Le reste, je le laisse partir ». Faites de cette phrase votre ancre quotidienne. Et maintenant, réfléchissez. Dans quelle situation de votre semaine pouvez-vous appliquer cette idée? Quelle attitude concrète dépend uniquement de vous? Répétez cette phrase pour vous-même. Cela dépend de moi et j'agis. Le reste, je le laisse simplement partir. Leçon 2. Mets du poids là où il y a du sens. La vie est comme une balance. D'un côté, il y a le temps que nous avons. De l'autre, tout ce que nous y mettons. Parfois, sans même nous en rendre compte, nous transformons des situations simples en lourds fardeaux. Un mot mal prononcé, un imprévu, un doute, et ce qui aurait pu être léger devient une tonne dans notre esprit. Quand nous faisons cela, la balance se déséquilibre. Le temps qui devrait être vécu passe, et ce qui était petit commence à sembler le centre du monde. Une grande partie de l'anxiété naît de là, donner trop de poids à ce qui est, en réalité, passager. Quand tout semble urgent, nous oublions que la plupart des choses qui nous empêchent de dormir aujourd'hui, demain n'auront plus autant d'importance. Sénèque a écrit « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons courte, lorsque nous gaspillons notre temps. » Memento mori signifie exactement cela. Souviens-toi que tu es mortel, non pas pour ressentir de la peur, mais pour te libérer. Quand tu te rappelles la brièveté de la vie, tout ce qui est inutile perd de sa force. Imagine, tu es en train de discuter avec quelqu'un et tu sens la colère monter, ton cœur s'accélérer. Si à cet instant tu te demandais « Est-ce que cela aura encore de l'importance dans un an, dans une semaine ?» Une partie du poids disparaîtrait, parce que l'esprit, lorsqu'il voit la véritable taille des choses, comprend ce qu'il vaut la peine de préserver et ce qu'il faut simplement laisser passer. Ou pense à cette préoccupation pour un détail du travail qui te consume depuis des jours. Quand tu te rappelles qu'aucun de nous n'a de garantie pour demain, cette obsession se dissout. Ce qui reste, c'est l'essentiel. Le plaisir d'être présent, la valeur des petites choses, le privilège de pouvoir bien faire ce que tu fais aujourd'hui. La pratique du memento mori est comme nettoyer la vitre de ton esprit. Soudain, ce qui était trouble devient clair. Elle n'est pas sombre, elle est libératrice. En te souvenant de la mort, tu commences à voir la vie avec plus de netteté. Tu commences à vivre vraiment, sans exagérer tes peurs et sans remettre à plus tard ce qui compte. Les études sur la contemplation de l'impermanence montrent que réfléchir à la finitude réduit la tendance à surévaluer le négatif et augmente le sentiment de gratitude. Celui qui médite sur la brièveté du temps apprend sans s'en rendre compte à cesser de lutter contre les petites frustrations et à se concentrer sur ce qui compte réellement. Alors, la prochaine fois que l'anxiété tente de te dominer, souviens-toi, le temps est court et le calme est un choix. La vie est trop précieuse pour être gaspillée avec ce qui n'apporte aucune valeur. Pense, quelle préoccupation qui te tourmente aujourd'hui perdrait de son importance si tu te rappelais que la vie est brève et qu'elle mérite d'être vécue avec légèreté et présence. Le simple fait de le reconnaître est déjà un pas pour vivre avec plus de clarté et moins de peur. Leçon 3. Le pouvoir d'être totalement présent. L'anxiété est comme une corde trop tendue. D'un côté, le passé que nous ne pouvons plus changer. De l'autre, l'avenir qui n'est pas encore arrivé. Et au milieu de cette tension, nous oublions le seul endroit où la vie se déroule vraiment, le moment présent. Marc Aurèle l'avait compris il y a presque 2000 ans. Dans ses méditations, il a écrit que l'homme se tourmente davantage par ses propres imaginations que par les faits réels. Il avait déjà perçu ce que la psychologie moderne appelle aujourd'hui la rumination et la préoccupation anticipatoire, cette tendance à revivre ce qui est passé et à souffrir pour ce qui n'est même pas encore arrivé. L'esprit anxieux est comme un voyageur coincé entre deux trains, l'un qui est parti et l'autre qui n'est pas encore arrivé. La clé, c'est de descendre des deux et de revenir sur le seul sol ferme, le présent. Cet instant où tu respires maintenant
est le seul terrain fertile pour le calme. Pense à cela. Presque toujours, ce qui nous cause de l'angoisse, ce n'est pas ce qui se passe, mais ce que nous imaginons qui va se passer. Ce n'est pas l'erreur de la semaine dernière qui fait mal, mais le souvenir répété de celle-ci tournant dans l'esprit comme un écho sans fin. Et ce n'est pas demain qui pèse, mais le scénario catastrophique que l'esprit invente sur la façon dont il pourrait se dérouler. Quand tu coupes ce fil et que tu reviens à l'instant présent, tu découvres quelque chose de surprenant. À cet instant précis, presque toujours, tout va bien. Tu as de l'air, tu es en sécurité, tu as les ressources pour agir. Le présent, en lui-même, est rarement insupportable. Ce qui fait mal, c'est l'histoire que nous racontons à son sujet. La science moderne confirme ce que les stoïciens pratiquaient déjà. Les recherches sur le mindfulness, l'attention pleine, montrent qu'entraîner l'esprit à revenir au présent réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et améliore l'équilibre émotionnel. Les thérapies fondées sur cette pratique sont aujourd'hui utilisées dans des hôpitaux et des universités du monde entier pour traiter l'anxiété chronique. Les stoïciens n'appelaient pas cela le mindfulness, mais l'invitation était la même. Reviens à ce qui est à ta portée aujourd'hui. Accomplis bien ta tâche du jour, donne le meilleur de toi-même là où tes pieds se trouvent, ne laisse pas ton esprit errer dans des endroits où tu ne peux pas agir. La prochaine fois que l'anxiété t'attire avec des pensées comme « et si demain » ou « j'aurais dû faire autrement », arrête-toi, respire profondément et demande-toi « qu'est-ce qui ne va pas à cet instant précis ?» La plupart du temps, la réponse sera « rien ». Et cela suffit, car lorsque tu reviens au présent, la vie revient vers toi. Maintenant, réfléchis avec moi. Si tu entraînais ton esprit à revenir au moment présent chaque fois qu'il s'égare, qu'est-ce qui changerait dans ta routine, dans tes relations, dans ta paix? Écris-le dans les commentaires, car ta réponse pourrait être le rappel dont quelqu'un a besoin pour retrouver le sol du présent. Leçon 4. Cherche l'inconfort qui engendre la puissance. L'anxiété se nourrit de la peur de perdre ce que nous avons, ou de ne pas savoir comment réagir lorsque les choses changent. Mais plus tu évites l'inconfort, plus tu deviens fragile face à lui. Sénèque, dans ses lettres, conseillait ceci. Entraîne ton esprit et ton corps à travers de petits inconforts volontaires. Dormir par terre de temps en temps, porter des vêtements simples, manger seulement ce qui est nécessaire ou renoncer à certains luxes pendant un moment. Il ne suggérait pas cela comme une punition, mais comme un rappel, celui que nous avons besoin de bien moins que ce que nous croyons pour bien vivre. Quand tu t'habitues à de petites doses d'inconfort, la peur de la perte diminue et l'anxiété commence à perdre de sa force. Tu découvres que tu peux traverser des situations difficiles et rester entier. Imagine, tu décides de prendre une douche froide le matin. Le corps se contracte, l'esprit résiste, et pendant quelques secondes, tout en toi veut fuir. Mais juste après, tu réalises que tu as survécu, que la peur était plus grande que l'impact. Ou pense à passer une journée sans ton téléphone portable. Au début, cela semble étrange, presque impossible. Mais après un certain temps, tu remarques le silence, la concentration, la légèreté de ne dépendre de rien d'extérieur. Ces petits actes ont un pouvoir immense. Ils te prouvent en pratique que tu es plus fort que tu ne le crois. Sénèque disait « Éduque-toi pour ne pas manquer ce que la fortune peut t'enlever. Lorsque tu apprends à vivre avec moins, rien d'extérieur n'a le pouvoir de t'ébranler. » De nombreuses études sur l'exposition graduelle au stress montrent que de petites doses d'inconfort, pratiquées de manière consciente et sécurisée, renforcent le système nerveux et augmentent la résilience. C'est comme entraîner un muscle. Plus tu le fais travailler, plus il devient fort. Sortir de la zone de confort n'est pas seulement une phrase toute faite, c'est un véritable entraînement de l'esprit contre la vulnérabilité et la peur. Alors commence simplement. Un jour avec une nourriture plus simple, une nuit sans luxe, un matin sans distraction. Ces petites pratiques te rappellent que l'essentiel est à l'intérieur, pas à l'extérieur, et que tu peux traverser n'importe quelle tempête sans te briser. Tu deviens forte émotionnellement lorsque ta stabilité et ta paix intérieure ne dépendent de rien d'extérieur à toi. Et cela, c'est la plus grande des libertés. Leçon 5. Fais de la raison ton point d'équilibre. Quand l'anxiété nous domine, c'est que l'esprit a perdu son centre. Les pensées se mettent à courir librement,
créant des scènes, des histoires et des menaces qui paraissent réelles, mais qui ne vivent qu'à l'intérieur de la tête. Épictète disait que la raison doit être comme une ancre solide au milieu de la tempête. Il a écrit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet ». C'est l'une des phrases les plus libératrices du stoïcisme. Ce qui te cause de l'anxiété, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais la manière dont tu l'interprètes. Pense à un exemple simple. Tu reçois un message court de quelqu'un d'important, sans émoji, sans explication. L'esprit anxieux réagit immédiatement. Il est fâché contre moi. J'ai fait quelque chose de mal. Mais la réalité peut être bien plus simple. Peut-être que cette personne était occupée et a seulement voulu répondre vite. Quand tu apprends à t'arrêter et à regarder ta pensée avec calme, quelque chose change. La raison revient occuper la place de la peur. Demande-toi, ai-je des preuves réelles de ce que je suis en train de penser, ou suis-je simplement en train de remplir les vides avec mes peurs? Cette pause à elle seule est déjà suffisante pour empêcher qu'une idée infondée ne grandisse jusqu'à se transformer en une crise d'anxiété. La restructuration cognitive, l'une des techniques centrales de la thérapie cognitivo-comportementale, enseigne exactement cela. Questionner la validité des pensées automatiques et les remplacer par des interprétations plus réalistes. Ce simple acte de réviser sa propre narration réduit significativement les symptômes d'anxiété et de dépression. Quand tu prends de la distance avec tes pensées et que tu les observes avec clarté, c'est comme quitter la scène et t'asseoir dans la salle. Tu cesses d'être l'acteur enfermé dans le drame et tu deviens le spectateur capable de voir l'intrigue avec lucidité. Alors, la prochaine fois que l'anxiété essaiera de t'entraîner, ne cours pas derrière chaque pensée comme si elle était vraie. Arrête-toi, examine, décide consciemment si cela mérite ton énergie. Fais de ta raison une ancre, non pas un juge sévère, mais un allié calme qui te rend le contrôle sur ton propre esprit. C'est cela qui te donne la certitude que chaque pensée n'a pas besoin de se transformer en vérité. Leçon 6. Cesse de résister à ce qui est déjà en train de se passer. L'une des plus grandes causes de l'anxiété est la résistance à ce qui s'est déjà produit ou à ce qui est hors de notre portée. L'esprit veut tout contrôler, le climat, l'humeur des personnes, le déroulement des événements. Et lorsque la réalité ne suit pas le plan, il s'agite, il tente de lutter, il essaie de forcer et il s'épuise. Marc Aurèle a écrit « Aime ce qui t'arrive et ce qui est tissé dans ton destin ». Ce principe stoïcien s'appelle l'amor fati, aimer son destin. Mais ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. Cela ne signifie pas accepter les bras croisés, mais accueillir l'inévitable comme une partie de la vie. Quand tu fais cela, l'esprit s'apaise, parce qu'il cesse de dépenser de l'énergie dans des batailles qui ne peuvent pas être gagnées. Pense à un exemple simple. Tu prévois une journée en plein air et il se met à pleuvoir. La pluie est un fait. Elle ne te demande pas si tu veux qu'elle tombe. Tu peux te plaindre, t'irriter et laisser la journée devenir lourde, ou tu peux accepter ce qui est et transformer la situation, lire un bon livre, prendre un café, écouter le son de l'eau qui frappe le toit. Le fait ne change pas, mais ton expérience change complètement. Il en va de même pour les retards, les pertes, les imprévus, les changements de programme. En acceptant l'inévitable, tu réduis la tension qui naît de la tentative de contrôler l'incontrôlable. Et c'est là que l'anxiété commence à perdre de la force, parce qu'elle ne grandit que lorsque l'esprit veut dominer ce qui ne dépend pas de lui. La thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, enseigne exactement cela. Lorsque tu cesses de lutter contre l'inévitable et que tu diriges ton énergie vers ce qui peut être transformé, l'anxiété perd de sa force. Accepter, ce n'est pas abandonner, c'est se repositionner. C'est choisir d'agir seulement là où il existe encore de réelles possibilités. La prochaine fois que quelque chose ne se déroulera pas comme prévu, souviens-toi. Tu n'es pas une victime de la situation, tu es simplement face à un nouveau scénario. Et ce scénario, aussi inconfortable qu'il puisse paraître, peut aussi devenir un chemin de croissance. La vie suit rarement notre scénario, mais elle nous offre presque toujours la leçon exacte dont nous avons besoin. Alors, respire profondément et demande-toi, quelle situation inévitable peux-tu accepter cette semaine pour retrouver ton calme et utiliser ton énergie de façon plus juste? Leçon 7. Arrête de faire tout. Fais seulement ce qui compte. Tu te réveilles
et avant même de sortir du lit, ton esprit est déjà chargé. Tu te rappelles d'un message auquel tu dois répondre, d'une tâche restée inachevée, d'un problème que tu n'as pas encore résolu. Pendant que tu te brosses les dents, tu es déjà en train de penser au courriel que tu dois envoyer, à la réunion qui va encore avoir lieu, et à ce que tu vas cuisiner le soir. Quand tu t'en rends compte, la journée n'a même pas commencé, et ta tête est déjà fatiguée. L'anxiété, dans la plupart des cas, ne naît pas d'un grand problème, mais de l'accumulation de petites obligations qui pèsent sur les épaules comme des pierres invisibles. Nous vivons à une époque qui glorifie l'excès. L'agenda remplit le tout faire, le être toujours disponible. Mais l'esprit humain n'a pas été fait pour porter 10 choses en même temps sans se fragmenter. Quand tu fais moins, mais avec plus de présence, quelque chose change en toi. L'esprit se réorganise, le corps se détend et la journée retrouve sa juste mesure. Pense au jour où tu dis oui à tout. Tu aides sur un projet supplémentaire. Tu réponds aux messages dès qu'ils arrivent. Tu acceptes des réunions inutiles. Et tu essaies encore de gérer chaque notification qui clignote sur l'écran. À la fin, le corps est épuisé et la tête agitée, comme si tu avais beaucoup fait et en même temps, comme si rien n'avait vraiment avancé. Imagine maintenant un autre scénario. La même journée, mais avec du focus. Tu choisis 3 tâches vraiment importantes et tu les fais une par une, sans précipitation, sans interruption. Au final, l'esprit est léger, le corps tranquille et la sensation est celle du sens, pas de l'épuisement. Ce simple changement, échanger la quantité pour la qualité, réduit l'anxiété de manière naturelle. Être multitâche augmente les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et crée la fausse impression d'une urgence constante. Alors que la pratique de se concentrer sur une seule chose à la fois réduit l'anxiété, augmente la clarté et améliore la satisfaction vis-à-vis des résultats. En termes stoïciens, vivre avec moins de distractions, c'est comme marcher avec une boussole au lieu d'une carte remplie de chemins. Tu sais où tu es et où tu veux aller. L'essentiel devient visible, le superflu se dissout. Sénèque disait que celui qui vit avec sagesse a toujours suffisamment de temps, et cela reste vrai aujourd'hui. C'est pourquoi la prochaine fois que tu sens que la journée déborde, fais une pause et demande-toi « Qu'est-ce que je peux arrêter de faire sans que ma vie perde de sa valeur ?» Le calme commence quand tu élimines l'excès et que tu préserves ce qui importe vraiment. Maintenant, je veux te poser une question. Si tu devais choisir seulement 3 choses essentielles à faire demain, lesquelles seraient-elles? Cette liste peut simplifier ta propre routine et peut-être être le premier pas pour libérer ton esprit de l'anxiété inutile. Leçon 8. Changez le discours qui commande vos émotions. Imaginez que vous êtes en route pour une réunion importante. Le cœur s'accélère. L'esprit commence à lancer des phrases qui sonnent familières. Et si je me trompe? Ils vont me juger. Je ne suis pas assez bon. Ces mots ne viennent pas du monde extérieur. Ils viennent de l'intérieur. Et c'est ainsi que l'anxiété commence, lorsque votre propre esprit devient l'ennemi. Marc Aurèle a écrit que « la vie est ce que nos pensées en font ». Il comprenait que la manière dont nous nous parlons définit la façon dont nous réagissons au monde. L'esprit peut être une forteresse ou une prison. Cela dépend du ton du dialogue que vous alimentez. Chaque fois que vous répétez des phrases comme « ça va mal se passer »,« je ne suis pas suffisant » ou « je ne peux pas gérer cela », le corps réagit comme si le danger était réel. La respiration s'accélère, les épaules se tendent, le cœur s'emballe. Mais si vous changez les mots, vous changez aussi l'état intérieur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Imaginez la même scène. Vous êtes sur le point de présenter un projet. La pensée apparaît. Ils vont remarquer mes erreurs. Le corps répond par un stress immédiat. Maintenant, changez le dialogue. Je me suis préparé. Je sais ce que je fais. Je vais donner le meilleur de moi-même. La réalité extérieure est la même, mais en vous quelque chose change. Le corps ralentit, l'esprit s'organise et la peur perd de sa force. Le dialogue interne est comme un filtre. Il ne modifie pas ce qui se passe, mais il change la manière dont votre système nerveux perçoit ce qui se passe. Et cela a une base scientifique. La psychologie appelle ce processus la restructuration cognitive, la capacité de reformuler des pensées automatiques négatives. Lorsque vous changez le discours interne, vous réduisez l'activation de l'amygdale, la partie du cerveau qui déclenche la peur, et vous renforcez le cortex préfrontal, la région qui régule le calme et le raisonnement.
Les stoïciens enseignaient déjà à observer les pensées comme les gardiens de l'esprit et à choisir consciemment celles qui méritent de rester. Parce que celui qui domine son propre dialogue interne cesse de vivre à la merci des émotions. Alors, chaque fois que vous remarquez votre esprit vous attaquer avec des phrases anxieuses, arrêtez-vous et changez-les. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, mais de se rappeler la vérité. Vous êtes capable, vous êtes en train d'apprendre, vous avez le contrôle de ce que vous pensez. C'est cela qui garantit votre solidité, même lorsque tout autour de vous tente de vous ébranler. Quelle est la phrase négative que votre esprit répète le plus et comment pouvez-vous la transformer en une phrase qui vous apporte de la paix? C'est dans ce travail mental que vous reprenez le contrôle. Leçon 9. Vice dans la gratitude. As-tu déjà remarqué comme l'esprit anxieux ne voit que ce qui manque? Tu te réveilles et tu penses à ce que tu dois encore régler, au message auquel tu n'as pas répondu, à ce que tu n'as pas encore obtenu. C'est comme si toute la vie était mesurée par ce qui est absent. Mais personne ne peut vivre en paix lorsque l'attention est toujours tournée vers le vide. Sénèque disait que rien n'est plus honorable que la gratitude, parce qu'elle nous rend la vision de ce qui est déjà suffisant. Quand l'anxiété domine, le regard se rétrécit, tu ne vois que le risque, le retard, ce qui a mal tourné. Mais lorsque tu pratiques la gratitude, l'esprit s'ouvre de nouveau. Tu sors du mode manque et tu reviens au mode plénitude. La gratitude n'est pas un ornement spirituel, c'est un outil stoïcien pour apaiser le tourbillon intérieur et ancrer la conscience dans le présent. Imagine une journée ordinaire, embouteillage, problèmes au travail, disputes à la maison et le poids de tout ce qui semble hors de place. Dans cet état, le corps est présent, mais l'esprit court sans contrôle entre le passé et l'avenir. Maintenant, arrête-toi un instant et regarde autour de toi. Respire et choisis 3 choses simples pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui, peut-être ta santé, le sourire de quelqu'un qui t'aime, le repas chaud sur la table, ou simplement le fait d'avoir un jour de plus pour essayer à nouveau. Ce geste simple modifie la chimie de ton esprit. Lorsque tu exprimes de la gratitude, le cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, les mêmes neurotransmetteurs qui apportent une sensation de calme et de bien-être. Et des recherches montrent que les personnes qui notent 3 choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes chaque jour réduisent significativement les symptômes d'anxiété et de dépression, dorment mieux et se sentent plus pleines d'espoir. La gratitude n'efface pas les problèmes, mais elle change l'angle sous lequel tu les regardes. Elle te rappelle que même dans les tempêtes, il existe encore un sol solide sur lequel poser les pieds. Et c'est sur ce terrain que la sérénité commence à grandir. Essaie ce soir. Avant de dormir, ferme les yeux et pense à 3 choses qui méritent ta gratitude aujourd'hui. Peut-être que rien n'aura changé à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu sentiras un soulagement immédiat, comme si le poids de la journée devenait plus léger. Maintenant, je veux te poser une question. Si tu devais être reconnaissant pour une seule chose aujourd'hui, laquelle serait-ce? Quand tu reconnais ce que tu as, même dans les jours difficiles, tu renforces la certitude qu'il existe toujours une raison de respirer plus profondément et de continuer. Leçon 10. Vous avez déjà surmonté des tempêtes plus grandes que celle-ci. Pensez au nombre de fois où vous avez cru que vous n'alliez pas tenir, une douleur qui semblait insupportable, une perte qui vous a coupé les jambes, une peur qui paraissait plus grande que vous. Et pourtant, vous avez traversé tout cela. Vous êtes ici écoutant ces mots, avec plus de force et plus de conscience que vous n'en aviez auparavant. L'esprit anxieux a l'habitude de nous tromper. Il fait paraître que le défi actuel est le pire de tous, que cette fois rien ne va fonctionner, que nous n'avons plus d'énergie. Mais il existe un antidote puissant contre cela. Se rappeler que vous avez déjà survécu auparavant. Marc Aurèle faisait cela au milieu des guerres et des incertitudes. Dans ses méditations, il écrivait sur les douleurs qu'il avait déjà supportées, les pertes qu'il avait déjà affrontées et le simple fait d'être encore debout. Ce souvenir l'ancrerait. C'était comme regarder en arrière et voir une trace de bataille remportée, des preuves silencieuses qu'il était plus fort que ce que la peur laissait paraître. Vous aussi, vous avez cette trace. Peut-être avez-vous traversé la fin d'une relation, une dette, une crise de santé, une déception profonde et, à un moment donné, vous avez pensé que vous n'alliez pas réussir à continuer. Mais vous y êtes parvenu, la preuve se trouve dans votre propre histoire. Si vous avez survécu auparavant,
Vous pouvez survivre à nouveau. L'anxiété perd de sa force lorsque vous vous souvenez de tout ce que vous avez déjà supporté. C'est cela l'antidote. Regardez le passé et voir que vous avez affronté des tempêtes bien pires et que chacune d'elles vous a rendu plus préparé pour la suivante. La psychologie moderne appelle cela la récupération d'épreuves personnelles. C'est une pratique utilisée dans les thérapies contre l'anxiété. Le patient note les moments difficiles qu'il a réussi à surmonter pour se rappeler que la douleur ne dure pas éternellement. Cet exercice simple réduit la peur anticipatoire et renforce la confiance. Les stoïciens faisaient déjà cela il y a 2000 ans. Ils savaient que l'expérience est le meilleur test de la force intérieure. Alors, la prochaine fois que la peur voudra vous convaincre que vous n'allez pas tenir, regardez votre passé et dites-vous « J'ai déjà été ici et j'ai survécu ». Ce souvenir est votre bouclier. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la difficulté que vous avez déjà surmontée et qui, aujourd'hui, vous prouve à quel point vous êtes fort? L'anxiété ne disparaît jamais complètement. Elle change simplement de forme. Elle fait partie de la vie, mais c'est vous qui décidez du rôle qu'elle va jouer, si elle sera une prison ou un apprentissage. La vérité est que le calme ne vient pas de l'extérieur, il commence lorsque vous choisissez de réagir autrement. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui arrive, mais vous pouvez contrôler ce que vous faites de ce qui arrive. Et ce pouvoir se trouve dans chaque respiration, dans chaque pensée que vous choisissez de nourrir, dans chaque attitude que vous décidez d'adopter. Marc Aurèle résumait cela de manière simple. « Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété. Ou plutôt, je l'ai rejetée, car elle était en moi, dans mes propres perceptions, non à l'extérieur. » Il avait compris que l'esprit est l'endroit où tout commence et où tout se termine. Et s'il a réussi à trouver la sérénité au milieu des guerres, contrôle ta peur et commence à te comporter comme quelqu'un qui porte déjà en soi la force nécessaire pour traverser n'importe quelle tempête, parce que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est une décision. La décision de ne pas laisser le volant de ta vie à ce qui tente de te paralyser. Maintenant, réfléchis avec sincérité. Si tu avais la garantie absolue que tu vas supporter n'importe quelle chute, n'importe quelle perte, n'importe quel défi, comment affronterais-tu ce qui, aujourd'hui, te fait peur? Comment marcherais-tu? Qu'est-ce que tu choisirais de faire sans hésiter? La peur grandit lorsque tu nourris des pensées de fragilité, mais elle diminue lorsque tu agis comme quelqu'un qui a déjà gagné la bataille intérieure. Il y a une puissance immense quand tu agis comme quelqu'un qui a déjà confiance en soi. Cette attitude change ton énergie, change ton attention, et change même la manière dont les problèmes se comportent devant toi. Parce que là où il y a de la fermeté mentale, la peur perd son pouvoir. Celui qui croit en sa propre force avance même en tremblant de l'intérieur. Celui qui croit qu'il va échouer recule avant de découvrir de quoi il est capable. La peur ne détruit pas celui qui l'affronte, elle détruit seulement celui qui se laisse dominer par elle. Et cette vidéo parle justement de cela, de reprendre le contrôle de ton esprit, de comprendre la peur, de la regarder, et malgré tout, de continuer à avancer. Tu vas te rendre compte que lorsque tu changes d'attitude, la vie change avec toi, et ce qui paraissait impossible commence à céder devant ta présence. Ta première attitude est simple mais puissante. Écris ici en bas. Aujourd'hui, je contrôle ma peur. Je suis stoïcien. Surtout si tu ne commandes jamais, parce que c'est le premier obstacle que tu dépasses, l'inertie. Et toute véritable transformation commence exactement ainsi, dans un petit acte de courage. Allons-y. Leçon 1. Réveille-toi au présent. La peur vit dans le futur. Le courage vit dans le maintenant. Chaque fois que ton esprit se projette dans ce qui peut arriver, tu abandonnes le présent et tu nourris des fantômes. Être présent est le plus grand acte de courage, parce que cela signifie regarder la réalité telle qu'elle est, sans anticiper la douleur ni lui échapper. L'esprit est comme une maison. Plus tu laisses de portes ouvertes vers le futur, plus la peur entre sans y être invitée. Très souvent, notre souffrance ne commence pas avec ce qui est en train d'arriver, mais avec ce que nous imaginons qui pourrait arriver. L'esprit anxieux vit projeté, toujours en avance sur le corps, essayant de prévoir, de contrôler et d'éviter des douleurs qui n'existent même pas encore. Mais pendant que tu essaies d'anticiper le futur, la vie est en train de se dérouler maintenant, et c'est justement dans cet intervalle entre ce que tu crains et ce qui existe que la peur grandit. L'anxiété est une dette émotionnelle
que tu paies pour quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Le présent est le seul endroit où le courage peut exister, parce que le passé est déjà passé et que le futur n'est pas encore arrivé. C'est ici, dans cet instant, que tu peux décider d'agir avec fermeté, de penser avec clarté et de respirer avec calme. Rien n'est plus puissant qu'un être humain entièrement présent. Il cesse d'être une victime du temps et redevient l'auteur de sa propre histoire. Marc Aurèle écrivait pour lui-même « Concentre-toi à vivre le moment présent avec sagesse et justice ». Il savait que l'esprit, lorsqu'il se disperse, s'affaiblit, mais lorsqu'il revient au maintenant, il s'enracine. Et celui qui a des racines n'est pas emporté par le vent de l'incertitude. Être présent, ce n'est pas vivre dans l'ignorance. C'est observer ce qui est réel avant que l'esprit ne commence à raconter des histoires sur ce qui pourrait être. C'est le regard qui voit ce qui est devant soi, pas ce que la peur suggère. C'est la respiration consciente qui fait taire le chaos intérieur. La présence est l'art de rester entier dans un monde qui tente de te fragmenter sans arrêt. Entraîne cette force en toi. Choisis une situation qui a l'habitude de te rendre anxieux. Cela peut être une conversation, défendre ton opinion dans une réunion de travail, une tâche, un défi, et, avant d'agir, arrête-toi pendant 5 secondes. Respire profondément, sens le sol, perçois ton corps, regarde autour de toi, ramène ton esprit au maintenant, parce que chaque fois que tu reviens au présent, tu te reconnectes à ce qui est réel. Et lorsque l'esprit rentre à la maison, la peur cesse d'être un ennemi et devient simplement un souvenir lointain. Vivre dans le présent, ce n'est pas fuir le futur, c'est avoir foi dans l'instant. Et cette foi est ce qui transforme le chaos en clarté et le temps en vie. Leçon 2. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu as seulement besoin de te contrôler toi-même. Une grande partie de ton angoisse naît de l'illusion que tout dépend de toi. Tu essaies de prévoir l'avenir, d'ajuster le comportement des autres, de planifier chaque détail pour que rien ne sorte du prévu. Et quand quelque chose échappe à ton contrôle, tu as l'impression que le sol disparaît sous tes pieds. Mais la vérité est simple et libératrice. Tu n'as jamais contrôlé le monde. Tu as seulement confondu responsabilité et domination. Et plus tu essaies de maîtriser ce qui est dehors, plus tu perds le gouvernement de ce qui est dedans. Épictète disait qu'il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Et c'est justement cette ligne invisible entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler qui définit la paix intérieure d'un homme. La souffrance commence quand tu tentes de retenir ce qui n'a jamais tenu dans tes mains, le temps, le destin, l'opinion des autres, les résultats immédiats. C'est comme ramer à contre-courant en imaginant que la rivière va s'arrêter. Aucun effort ne peut garantir ce résultat. L'esprit qui tente de tout contrôler devient sa propre prison, et plus il lutte, plus il s'enfonce. Le stoïcien apprend à tourner la rame dans la bonne direction, il accepte le courant et maîtrise son propre mouvement. C'est la différence entre vivre dans la tension et vivre dans l'harmonie. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour aller bien, tu as seulement besoin de te gouverner, maîtriser tes réactions, observer avant de répondre, respirer avant de décider, t'apaiser avant de te laisser blesser. La sérénité ne vient pas du monde qui s'adapte à tes plans, elle vient de ton âme qui reste ferme lorsque le monde se défait. Et si aujourd'hui quelque chose échappe à ta portée, rappelle-toi, ce n'est pas un échec, c'est une frontière. Le monde ne t'obéit pas, mais ton esprit, lui, peut t'obéir. Et c'est là que commence le véritable pouvoir. La pratique du jour est directe. Observe où tu dépenses ton énergie à essayer de changer ce qui ne dépend pas de toi. Respire, recule d'un pas, et redirige cette force vers ce qui est sous ton commandement, tes actions, ta présence, ta discipline, parce que celui qui se gouverne lui-même gouverne l'essentiel. Et c'est à l'intérieur de ce gouvernement que tu apprends à contrôler la peur et à vivre véritablement avec un but, parce que le but ne naît pas du contrôle, il naît de l'abandon conscient. Quand tu comprends que la vie n'est pas sous ton commandement, mais sous ta responsabilité, tout change. L'homme qui se maîtrise ne vit pas en essayant de prévoir l'avenir, il vit prêt pour n'importe quel avenir. Et c'est cela qui le rend invincible, non pas parce qu'il contrôle le monde, mais parce qu'il a appris à être entier à l'intérieur de lui. Leçon 3. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que tu fais de ce que tu ressens. Les émotions vont et viennent, mais le caractère,
c'est ce que tu choisis de garder quand tout vacille. La maîtrise de soi commence quand tu comprends que ressentir n'est pas le problème, réagir sans conscience, oui. Les stoïciens n'effaçaient pas les émotions, ils les éduquaient. Les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des messagères. Elles arrivent sans demander la permission, elles préviennent, elles secouent, elles brouillent. Mais l'erreur, c'est quand tu commences à te définir par elles, comme si tu étais la colère que tu ressens, la tristesse qui te visite ou l'anxiété qui te traverse. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que tu choisis de faire de ce que tu ressens. L'émotion est le feu, mais c'est la conscience qui décide s'il va réchauffer ou détruire. Imagine une tempête en mer. Le capitaine ne peut pas contrôler le vent, mais il peut ajuster les voiles. Le stoïcien fait la même chose avec les émotions. Il n'essaie pas d'empêcher ce qu'il ressent, il oriente. Il transforme l'impulsion en clarté, la colère en action juste, la peur en prudence, la tristesse en profondeur. La maturité émotionnelle, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est tout ressentir sans se perdre dans quoi que ce soit. Sénèque disait que l'homme sage ressent tout ce que l'autre ressent, mais ne se laisse entraîner par rien de tout cela. Et c'est exactement là que réside la force, non pas dans le fait d'éliminer les émotions, mais dans celui de les éduquer. Tu peux ressentir de la colère et répondre quand même avec fermeté et respect. Tu peux ressentir de la tristesse et accomplir malgré tout tes devoirs. Tu peux ressentir de la peur et continuer à avancer. Parce que la liberté émotionnelle ne vient pas du fait de ne rien ressentir. Elle vient du fait de ne être dominé par rien. L'esprit mûr comprend que l'émotion n'est pas un ordre, c'est une information. Il observe, il interprète, et il décide avec conscience. L'émotion arrive comme une visiteuse, mais la sagesse décide combien de temps elle peut rester. Et plus tu pratiques cette pause entre l'impulsion et la réponse, plus tu réalises que le contrôle ne se trouve pas dans le fait de ne pas ressentir, mais dans le fait de ne pas réagir automatiquement. Quand la peur et toutes les émotions fortes qu'elle provoque t'envahissent, ne lutte pas contre elle. Respire et demande-toi, qu'est-ce que cela veut me montrer? Cette question change tout, parce qu'elle transforme l'émotion en sagesse. Et c'est à cet instant que l'âme mûrit, quand le cœur ressent mais que l'esprit guide. La force ne se trouve pas dans le fait de faire taire ce qui te met en mouvement, elle se trouve dans le fait d'avancer avec conscience, même quand tout crie à l'intérieur. Parce qu'au fond, ce qui te définit n'est pas ce que le monde te fait, c'est ce que tu choisis de faire de ce que tu ressens, et ce choix, répété chaque jour, est ce qui transforme l'émotion en caractère. Leçon 4. Discipline, là où la peur s'arrête et où la confiance commence. Aucun discours ne crée la confiance en soi. Ce qui la crée, c'est la constance. À chaque acte discipliné, la peur devient moins convaincante. L'homme qui tient ce qu'il se promet à lui-même ne craint pas ce qui vient de l'extérieur. Beaucoup de gens attendent la confiance pour agir, mais c'est l'action, répétée avec discipline, qui construit la confiance. Tu ne deviens pas solide parce que tu crois en toi. Tu crois en toi parce que tu restes solide, même quand tu doutes. La discipline est le courage déguisé en routine, silencieuse, persistante et implacable. La discipline est le lien invisible entre la peur et le courage. Elle ne dépend pas de l'inspiration, ni de la motivation. Elle dépend du choix. Chaque jour où tu fais ce qui doit être fait, même fatigué, même en silence, même sans applaudissements, tu envoies un message puissant à ton esprit « Je peux avoir confiance en moi ». Marc Aurèle disait « Cesse de discuter sur ce que doit être un homme de bien, sois-le ». Et c'est exactement l'essence de la discipline, moins d'arguments, plus de cohérence. Parce qu'au fond, l'homme discipliné n'est pas le plus talentueux, c'est le plus constant. Il n'attend pas que la vie s'améliore pour commencer, il commence. Et c'est justement cela qui fait que la vie s'améliore. La force de la discipline est de ne pas dépendre de l'humeur, parce que celui qui agit seulement quand il en a envie vit prisonnier du hasard. Mais celui qui agit même quand il n'en a pas envie crée son propre destin. L'insécurité naît de l'incohérence. Quand tu te promets quelque chose et que tu ne tiens pas, l'esprit apprend à douter de toi. Mais chaque petite action soutenue recrée le lien de confiance. Se lever à la bonne heure, tenir sa parole, terminer ce que tu as commencé, ne sont pas de petits gestes, ce sont les briques de ta forteresse intérieure. L'esprit discipliné est une forteresse en temps de chaos. Il ne cherche pas le confort, il cherche la direction.
et c'est cette direction qui transforme la peur en concentration et l'effort en puissance. La discipline est la forme la plus élevée d'amour de soi, parce que c'est la décision de ne pas t'abandonner, même quand le monde entier renonce. La discipline est l'opposé de la précipitation. Elle ne cherche pas un résultat immédiat, elle cherche une direction constante. Et lorsque tu marches avec une direction, le temps devient ton allié. La constance transforme ce qui paraissait impossible en quelque chose de naturel. Pratique ceci, choisis une chose simple mais essentielle et accomplis-la. Pas parce que le monde l'exige, mais parce que ton esprit a besoin de preuves que tu es fiable. Et, avec le temps, tu vas comprendre que la confiance n'est pas une émotion, c'est une conséquence. Elle naît de l'habitude d'agir avec intégrité, même quand personne ne regarde. La discipline est ce qui relie qui tu es à ce que tu veux devenir. Et c'est dans ce lien que l'âme trouve le repos, parce qu'un esprit en paix n'est pas celui qui évite l'effort, c'est celui qui honore son propre chemin. Celui qui maîtrise la discipline maîtrise le temps, et celui qui maîtrise le temps maîtrise le destin. Parce que la véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux, c'est d'être assez fort pour faire ce qui est juste, même quand tu n'en as pas envie. Leçon 5. Dans le silence, la peur s'effondre. La peur a besoin de bruit mental pour survivre, mais quand tu te tais, que tu respires et que tu observes, tu te rends compte que la plupart des menaces vivent dans ta propre imagination. La sérénité est le terrain de la bravoure. Nous vivons entourés de bruit, de notifications, d'avis, de voix extérieures et intérieures qui se disputent de notre attention. Mais le plus grand bruit ne vient pas de dehors, il vient de l'esprit qui ne s'arrête jamais, qui répète ce qui est déjà passé, qui répète ce qui n'est même pas encore arrivé, qui parle tout le temps et qui n'écoute jamais. Et c'est pour ça que l'homme moderne se perd, il écoute tout, sauf sa propre conscience. Le silence est le remède que l'homme moderne a oublié, et c'est en lui que la peur, la colère et la confusion commencent à perdre de leur force, parce que le silence est l'endroit où la vérité réapparaît. Celui qui apprend à écouter le silence apprend à écouter sa propre âme, et c'est le premier pas pour retrouver le contrôle intérieur. Quand tu te tais, ce n'est pas le monde qui change, c'est toi qui recommences à entendre l'essentiel. Sénèque disait « Celui qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus que nécessaire ». Le silence est justement l'intervalle où tu apprends à distinguer ce qui est réel de ce qui est imaginaire. C'est l'espace entre l'impulsion et la réaction, entre la pensée et la réponse. Et c'est dans cet espace que l'esprit se réorganise, que le corps recommence à respirer et que le courage se reconstruit. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont peur du silence, parce qu'il met à nu ce qui a été caché. Mais ce que le silence révèle, guérit. Il te montre ce qui doit être ajusté, ce que tu as ignoré, ce qui compte vraiment quand le bruit disparaît. Le silence est le maître qui parle doucement, mais qui enseigne fort. Et quand tu apprends à supporter le son de ta propre pensée, tu découvres qu'elle n'a jamais été ton ennemi, elle avait seulement besoin d'être entendue. Pratique ceci. Chaque jour, réserve quelques minutes pour ne rien faire, ni écouter, ni regarder, ni répondre, juste rester avec toi-même. Respire, observe, remarque ce qui surgit. Au début, ça peut être inconfortable, mais très vite tu vas le sentir. Plus il y a de silence en toi, moins le bruit de dehors t'atteint. Plus tu te consacres à ces minutes, plus tu comprends que le silence n'est pas une absence de son, c'est une présence de toi-même, et c'est dans ce terrain que la tension se dissout et que l'esprit retrouve à nouveau son centre. C'est dans le silence que l'être humain apprend à s'écouter, et celui qui s'écoute avec vérité ne se perd plus. Le monde peut crier, le chaos peut appeler, mais dans le silence, l'âme connaît toujours le chemin du retour. Et c'est à cet instant, quand le bruit se tait, que la peur cesse d'exister et que l'esprit retrouve sa paix originelle. Leçon 6. Construis ta force intérieure avant de t'exiger de la performance. La plus grande erreur de ceux qui cherchent un changement, c'est de tenter de transformer le monde avec un esprit fragile. Tu veux que les choses s'emboîtent, tu veux que les gens comprennent, tu veux que le temps coopère, mais tout ce qui est à l'extérieur est instable. Et quand l'extérieur change, l'esprit fragile s'effondre. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Mais il y a un complément silencieux à cela. Même celui qui sait où il va a besoin de fermeté pour supporter les tempêtes. Parce que ce n'est pas le vent qui détruit le navire,
c'est la structure faible qui ne supporte pas l'impact. De la même manière, pour toi, ce n'est pas le monde qui doit se calmer, c'est ton esprit qui doit apprendre à rester lucide, même au milieu du bruit. La plupart des gens entraînent le corps, étudient, cherchent des méthodes, mais négligeant l'essentiel. Le renforcement mental et un esprit faible ne supportent pas la pression d'un but fort. Un esprit indiscipliné est comme une maison sans fondation, la moindre secousse la fait tomber. Tu peux avoir du talent, des opportunités et de la volonté, mais si tu ne maîtrises pas ta propre pensée, tout te glisse entre les doigts, comme du sable. Fortifier l'esprit, c'est apprendre à questionner ses pensées avant d'y croire. C'est comprendre que toutes les voix intérieures ne sont pas vraies, que tous les doutes ne sont pas des avertissements, que toutes les sensations ne sont pas des signes de danger. L'esprit entraîné devient une forteresse, non pas parce que rien ne l'atteint, mais parce que rien ne l'envahit sans permission. Marc Aurèle disait « L'âme se teinte des couleurs de nos pensées ». Et c'est exactement cela. Le monde que tu perçois est peint par la manière dont tu penses. Si ton esprit est confus, le monde semble hostile. Mais si ton esprit est clair, même le chaos devient un terrain d'entraînement. La clarté mentale est l'armure invisible qui te protège du désespoir. Elle n'empêche pas la douleur, mais elle empêche la douleur de te dévorer. Tant que tu répètes les mêmes mots, ton esprit répétera les mêmes réactions. Change ton dialogue intérieur, et le monde autour de toi commencera à répondre autrement. La pratique d'aujourd'hui est simple. Observe ton dialogue interne, remarque les phrases que tu répètes quand tu es fatigué, quand tu te trompes, quand tu t'exiges trop. Et remplace une seule phrase autodestructrice par quelque chose qui te fortifie. Ce n'est pas du développement personnel, c'est une rééducation mentale. C'est toi en train de guider ton esprit à penser d'une manière différente face à un défi, un problème, une pression. C'est le chemin pour construire la stabilité intérieure. Te rééduquer, te reconstruire, désapprendre à penser négativement avec la lentille de l'insécurité et de la peur, et apprendre à penser de manière constructive. Ce n'est pas nier la réalité, ni faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est apprendre à sortir d'une situation avec sérénité, là où la peur ne ferait que t'enfoncer davantage. Fortifier l'esprit, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Ce qui semblait être une menace se révèle n'être qu'une ombre. Et chaque fois que tu choisis de penser avec clarté, tu affaiblis le pouvoir de la peur et tu augmentes la portée de ton courage. Parce qu'au fond, l'esprit est le terrain où tout se joue, et le guerrier qui apprend à le vaincre a déjà vaincu le monde. Leçon 7. Tu peux faire face à n'importe quoi. Le stoïcien ne croit pas que tout va s'arranger. Il croit qu'il saura gérer chaque chose, même si tout tourne mal. C'est cela la véritable foi rationnelle. La confiance en son propre esprit, pas dans le hasard. Et c'est précisément ce qui le rend inébranlable. La plupart des gens confondent foi et attente. Ils espèrent que tout se déroulera comme prévu, que le chemin sera léger, que leurs plans fonctionneront. Et lorsque la vie n'obéit pas, ils se révoltent, ils perdent leur centre, ils abandonnent. Mais la vie n'a pas été faite pour obéir. Elle a été faite pour enseigner. Le stoïcien le comprend. Il ne cherche pas une route sans obstacles, il cherche un esprit capable de traverser n'importe quel terrain. Le stoïcien ne place pas sa foi dans les circonstances. Il fait confiance à quelque chose de bien plus profond, sa propre capacité à faire face à ce qui arrive. C'est cela, la véritable foi rationnelle, non pas une croyance naïve selon laquelle tout va se résoudre, mais la certitude sereine que, quoi qu'il se passe, tu vas rester entier. La foi rationnelle, c'est le courage de rester lucide au milieu de la tempête et de continuer à avancer, même sans voir l'horizon. Ta force ne réside pas dans la capacité à prévoir l'avenir, elle réside dans la capacité à t'y préparer. Le sage ne cherche pas des garanties, il cherche la préparation. Et plus tu es préparé, moins tu ressens la peur, parce que tu comprends qu'aucun scénario ne te définit. Marc Aurèle a écrit « Ce qui arrive à chacun est préparé pour son bien ». Non pas parce que le destin serait toujours bienveillant, mais parce que chaque situation porte en elle l'occasion de renforcer l'âme. Même ce qui fait mal peut polir, même ce qui frustre peut enseigner, même ce qui semble être une perte peut être une libération. La foi rationnelle n'est pas un optimisme aveugle, c'est une confiance lucide. Elle naît lorsque tu cesses de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et que tu commences à demander « Qu'est-ce que je peux faire de cela ?»
c'est à cet instant que la victime disparaît et que le protagoniste s'éveille. Parce que peu importe ce que le monde te donne, ce qui importe, c'est ce que tu fais de ce que tu reçois. Aujourd'hui, regarde quelque chose qui te préoccupe et dis-toi, calmement, « Je n'ai pas besoin de garantie, j'ai besoin de préparation ». Cette phrase change la vibration de l'esprit. Elle transforme l'impuissance en pouvoir, l'anxiété en clarté, le désespoir en direction. La foi rationnelle est le dernier stade du courage. Le moment où tu comprends que tu n'as pas besoin de contrôler le chemin pour avancer avec fermeté. Et lorsque cette conscience mûrit, la peur ne disparaît pas. Elle se tait simplement devant celui qui a appris à faire confiance à sa propre force. La véritable confiance, ce n'est pas attendre que la vie te protège, c'est savoir que, quoi qu'il arrive, tu vas rester entier. Et c'est dans cette intégrité silencieuse que le courage cesse d'être un mot et devient une nature. L'homme qui fait confiance à son propre esprit peut tout perdre, sauf le pouvoir de recommencer. Leçon 8. L'opinion des autres ne te définit pas. Le jugement des autres en dit plus sur celui qui juge que sur celui qui est jugé. Vivre pour plaire revient à s'exiler de soi-même. La vraie liberté naît quand tu deviens fidèle à ta conscience, et non aux applaudissements. Presque tout le monde commente une erreur silencieuse. Essayer de se voir à travers le regard des autres, tu mesures ta valeur par l'approbation, tu façonnes tes choix pour plaire, tu cherches de la reconnaissance pour te sentir sur la bonne voie, et petit à petit, tu t'éloignes de toi. Et le prix de vouloir plaire est toujours ta propre vérité. Mais vivre selon l'opinion des autres, c'est comme essayer de voir son propre visage dans un miroir sale. Le reflet sera toujours déformé. Aucune image que l'autre se fait de toi n'est complète, parce que personne ne te voit de l'intérieur. Le stoïcien sait que la liberté commence au moment exact où il cesse d'être prisonnier du regard extérieur, parce que l'opinion des autres change avec le vent, et celui qui vit pour plaire vit épuisé. Tu peux être félicité aujourd'hui et critiqué demain pour la même attitude. C'est ainsi que le monde fonctionne, et si ta paix dépend de cela, elle ne sera jamais vraiment à toi. Épictète disait « Si tu veux être libre, ne désire pas que les choses arrivent comme tu veux, mais accepte-les telles qu'elles sont. » Cela vaut aussi pour les personnes, accepte que chacun voit le monde à partir de ses propres limites. Tout le monde ne comprendra pas ton courage, ton calme, ton choix de ne pas réagir. Et c'est très bien comme ça. Tu n'as pas besoin d'être compris pour être en paix, tu as besoin d'être cohérent avec ta conscience. La vraie force est silencieuse. Elle n'a pas besoin de s'expliquer. Quand tu agis selon ce en quoi tu crois, le jugement extérieur perd son pouvoir. Tu cesses de vivre comme le miroir des autres et tu redeviens la fenêtre de toi-même. Ouvre une note sur ton téléphone, garde un papier et un stylo à portée de main, et aujourd'hui, note combien de tes actions naissent du besoin de prouver quelque chose. Et pour chacune d'elles, demande-toi, est-ce vraiment à moi ou est-ce une tentative d'être accepté? Tout ce qui naît pour plaire s'use, tout ce qui naît de la vérité demeure. Arrête de chercher de la validation, cherche de la solidité. L'opinion des autres change, mais l'intégrité reste. Et quand ta paix ne dépend plus des applaudissements, le monde peut te juger, mais il ne te domine plus jamais. La liberté ne réside pas dans le fait d'être admiré, mais dans celui d'être authentique. Le monde entier peut douter de toi, mais si ta conscience reste sereine, tu as déjà gagné. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, tu as peut-être compris quelque chose d'essentiel. La peur n'a jamais été le problème. Le problème a toujours été d'oublier qui tu es quand elle apparaît. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici pointe dans la même direction. Le contrôle de soi, pas le contrôle obsessionnel du monde, mais la maîtrise silencieuse de tes propres réponses. Tu n'as pas besoin d'éliminer la peur, tu dois simplement arrêter de la nourrir. Tu n'as rien à prouver. Tu dois seulement agir avec cohérence, tu n'as pas besoin d'attendre la confiance, tu dois simplement agir avec discipline jusqu'à ce qu'elle naisse. Quand tu te tais, l'esprit s'aligne. Quand tu es présent, la peur perd son terrain. Quand tu agis avec constance, le chaos extérieur cesse de te diriger. Et quand tu apprends à faire confiance à ta capacité d'affronter ce qui vient, tu découvres que la vraie sécurité n'a jamais été dans les circonstances. Elle a toujours été en toi. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de belles paroles, c'est une pratique de fermeté quotidienne. C'est l'art de rester serein au milieu de ce que l'on ne peut pas contrôler, et d'agir avec courage dans ce que l'on peut. Et c'est dans cet équilibre
que naissent la liberté mentale, la clarté émotionnelle et la force qu'aucun obstacle ne peut détruire.